Accueillir les gens. Okay. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Donc, je vous propose que nous attendions encore 2-3 minutes que tout le monde puisse se connecter. Nous sommes une trentaine actuellement et je pense que nous allons encore avoir d'autres arrivants. Donc il est 14h02, je vous propose qu'à 14h05, nous commencions. Donc on va s'accorder quelques minutes d'attente. Merci. Je ne sais pas s'il y a du son, mais moi, je n'entends pas. Ah, ça y est, j'entends. On t'entend, Nathalie, c'est bon. Oui, je n'ai pas la photo de Christian. Oui, alors juste, voilà, on est dans une phase silencieux. Voilà, non mais c'est volontaire, hein, c'est une phase d'attente que tout le monde arrive et se connecte. On était 29, on est passé à 37, donc encore 2-3 minutes et on sera, je pense, tous réunis. Merci de patienter. Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous avons fait nos petites 5 minutes d'attente réglementaire. Nous sommes une quarantaine maintenant présents. Alors, nous sommes contents de vous accueillir à la mairie des Juifs via la visio, comme nous sommes tous maintenant habitués. Alors, vous accueille aujourd'hui ici, en plus des services, bien sûr, qui font que tout cela est possible. Monsieur le maire Pierre Garzon, qui va
dans quelques instants nous dire quelques mots. Pour la partie environnementale de la charte, nous avons Nathalie Gandet, bien sûr, qui va nous présenter toutes les avancées que nous proposons de mettre dans cette charte. Nous avons Alain Weber qui va nous parler de la mixité sociale et Anne-Gaëlle Lédier qui va nous parler de la participation citoyenne. Donc, ces différents moments nous permettront d'arriver à la formalisation donc, de la signature de cette charte et bien sûr à vous donner la parole de manière à ce que vous puissiez nous indiquer aussi qu'est-ce que vous attendez de cette charte, pourquoi vous la signez et quelle est votre démarche. Et ensuite, nous ferons une petite séance de questions avec des journalistes qui sont présents, de manière à ce que vous puissiez, vous, comme nous, répondre à leurs interrogations. Voilà les différents moments de cette entre guillemets, cérémonie, hein, qui est comme toujours assez particulière dans ce cadre. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par donner la parole donc, à Pierre Garzon, maire de Villejuif, qui va nous présenter un peu la volonté politique qui sous-tend l'élaboration de cette charte. Pierre, si tu m'entends, la parole est à toi. Je t'entends. Est-ce que c'est réciproque? Oui, tu peux y aller. C'est réciproque. Bon ben, merci à Gilles Lafond d'introduire et d'animer cette séance de travail que nous tenons cet après-midi. Je dois vous dire ma fierté d'être parmi vous aussi nombreux. Je n'arrive pas à voir le nombre de présents connectés, mais a priori, c'est très important et ça souligne, je le lis comme ça, une implication très forte jusqu'à cette étape de cet après-midi que je souhaite particulièrement saluer et qui se fédère autour de la signature officielle de notre charte de la construction et de la promotion. Une déception, une fierté, mais aussi une déception, évidemment, que ça se fasse dans ces conditions. Je pense que la nature de cet événement et son importance pour les Villejuifois, je vais en dire évidemment quelques mots, aurait mérité un acte un peu plus, d'abord un peu plus convivial, mais surtout un peu plus solennel. Mais malheureusement, nous sommes contraints de le faire sous cette forme-là. Et je crois que ce qui a du coup prédominé dans le choix de cette date, c'était d'aboutir à ce processus de travail. Et c'est ce que nous avons souhaité privilégier, bien évidemment. Je l'ai dit, c'est un travail transversal entre les élus, les services de la ville, les professionnels de la promotion et de la construction, les Villejuifois que je veux évidemment saluer. Deux grandes rencontres se sont tenues afin de discuter en détail des problématiques de cette charte. Ces rencontres ont réuni des aménageurs, des promoteurs, des architectes, des paysagistes, des administrations, des élus, bien évidemment, qui vont participer à animer ces différents rendus d'ateliers cet après-midi. Les Villejuifois ont été consultés, là encore, dans des conditions qui ne nous ont pas permis d'avoir la vision la plus large que nous aurions souhaité en temps normal, hors Covid, pour le faire, mais nous avons travaillé à partir de questionnaires, de vidéos à remplir en ligne. Nous avons traité, enfin les services, je les en remercie, ont traité plus d'une centaine de réponses reçues à ce jour. Mais par-delà ces éléments de dialogue mis en place formellement, c'est un élément travaillé par les Villejuifois depuis 6 ans, eux qui constataient les très nombreuses constructions qui ont fleuri dans la ville sans qu'ils puissent y prétendre et sans pouvoir revendiquer une plus-value collective aux transformations de la ville qui s'opéraient sous leurs yeux. Ces ateliers ont donc permis de formaliser des attentes individuelles et collectives et de les partager avec des professionnels et des institutions. Ces visions croisées nous ont aussi permis de réaliser cette charte, et je le dis à l'intention de la presse qui suit nos travaux. Cette charte est donc le fruit de ces différentes rencontres et de ce temps long avec cette accélération depuis des mois autour des ateliers. Elle répond à la fois aux préoccupations principales des Villejuifois et à nos exigences environnementales sur le sujet et reste en cohérence avec les réalités du terrain. C'est une base méthodologique dans la mise en place des projets d'immeubles de logement de plus 1250 mètres carrés. Et c'est donc un outil, pour que ce soit extrêmement clair, de discussion. Et l'aspect discussion est évidemment essentiel depuis le début dans le processus qui est le nôtre.
et qui ne s'achève pas avec la signature aujourd'hui. Donc une discussion qui va nous permettre je souhaite qu'il se poursuive tout au long des mandats qui vont suivre, entre la ville et les opérateurs pour travailler, qui va nous aider à augmenter la qualité de la construction et de livrer aux Villejuifois des logements qui correspondent à leurs besoins ainsi qu'à leurs moyens et qui répondent aux enjeux de société en matière de solidarité, en matière de transition écologique, en matière de réaménagement de la région Île-de-France pour améliorer la qualité de vie et les grands enjeux que je viens de citer juste avant. L'attraction grandissante de Villejuif avec ses 3 lignes de métro, son tramway. Alors, j'anticipe un peu sur les 3 lignes de métro, mais c'est l'enthousiasme que nous avons à les accueillir qui me fait parler déjà au présent. Donc, son tramway et son haut niveau d'équipement public communal a eu pour résultat une forte augmentation de la construction neuve. Et les orientations politiques du mandat précédent, je l'ai dit, en matière d'habitat, qui ont privilégié l'accession à la propriété non maîtrisée et les résidences étudiantes, ont fait que cet accroissement s'est traduit principalement par une augmentation des prix de sortie des logements neufs en accession à la propriété de plus de 20% au cours du mandat précédent, une baisse drastique de la proportion de logements locatifs sociaux à 13%, une quasi-absence de production de logements d'accession sociale à la propriété, de logements locatifs intermédiaires. Et c'est ce que j'évoquais au tout début de mon propos, comme autant de choses qui ont contribué à déposséder les Villejuifois et les Val-de-Marnais en général de la ville de Villejuif sur lesquels nous voulons revenir et travailler avec vous. Ces phénomènes ont eu des effets néfastes sur les dynamiques globales d'offres de logements neufs. La production s'est orientée principalement vers les opérations les plus rentables, que sont les produits investisseurs et les résidences étudiantes, donc non destinés à l'accession pour les Villejuifois ou les ménages modestes du bassin d'habitat. Cela a eu pour autre conséquence un renchérissement des prix du foncier qui ne permettent plus aujourd'hui de réaliser des opérations de logements sociaux ou de logements intermédiaires dont les Villejuifois ont besoin. Cet accroissement ne s'est pas accompagné non plus de la réalisation d'équipements publics et d'espaces verts nécessaires à l'apport de populations nouvelles, ou ce de manière largement insuffisante. Il n'y a pas eu non plus de réponse forte à l'exigence environnementale de renaturer la ville pour contribuer au confort climatique ou à l'économie de la ressource en eau, notamment par la préservation des sols et de la pleine terre. Ce diagnostic, qui se confirme par l'examen des projets immobiliers les plus récents, notamment en matière de tendance haussière du prix des logements neufs, a conduit la municipalité à prendre sans attendre 2 mesures importantes. D'une part, l'augmentation de la taxe d'aménagement majorée de 9 à 20% sur l'ensemble de la zone UA du plan local d'urbanisme, zone où se situent les principales opérations immobilières. Le principe de cette mesure de portée fiscale est de faire en sorte qu'une partie non négligeable de la plus-value foncière soit affectée à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires, indispensables même par les constructions nouvelles, notamment dans un contexte de renchérissement du foncier et donc de ses projets d'équipement. D'autre part, le lancement de la modification du plan local d'urbanisme en vue de porter la part de logements sociaux dans les opérations neuves en UA à 36% de la superficie construite dès que le projet dépasse 1250 m² de surface de plancher. Cette mesure vise à se conformer à l'objectif de produire en flux 25% de logements sociaux tels qu'inscrits dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la ville de Villejuif. La charte qualité de l'habitat n'est pas ainsi le seul outil de la politique municipale en matière de production de logements, de qualité de l'habitat et de progrès environnemental. Nous avons, avec l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre, lancé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal avec des objectifs partagés avec les communes constitutives de cet établissement public territorial, notamment dans les domaines cités précédemment. Les objectifs détaillés de la charte se développent selon plusieurs axes majeurs. Je les rappelle brièvement: améliorer la qualité architecturale, lutter contre la tendance haussière des prix de sortie des logements neufs, diversifier l'offre de logements neufs, développer un axe environnemental fort, assurer la participation des habitants, œuvrer à la responsabilité sociale des entreprises. Avant de conclure, je souhaite évidemment remercier vivement tous les professionnels, donc vous-même, qui ont répondu présent
et qui vont signer cette charte. La presse qui nous permet de relayer cet événement 8 mois après l'arrivée de notre municipalité sur un territoire extrêmement observé sur sa politique de l'habitat et de l'urbanisme. De façon générale, c'est pour moi une marque de confiance que de construire un partenariat solide basé sur des objectifs que nous avons travaillé ensemble. Je veux remercier les services de la ville, notamment de la direction générale, mais tous les services ressources qui ont travaillé sur cet outil. Et bien sûr, ma majorité, les élus en particulier, qui ont travaillé depuis des mois avec vous sur ce dossier. Je pense à Gaëlle Lédier, première adjointe et conseillère métropolitaine, à Gilles Lafont, qui anime cet après-midi cette séance qui est adjoint à l'aménagement urbain. Nathalie Gandet, adjointe à la transition écologique, aux énergies renouvelables et à la nature en ville. Alain Weber, adjoint à l'habitat, au logement, au parcours résidentiel et au développement économique. Et puis, bien évidemment, à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce document. Voilà, Gilles, ce que je souhaitais dire en quelques mots et porter à votre connaissance avant notre réunion. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation qui cadre bien notre après-midi dans le cadre de notre volonté politique. Je vais maintenant vous faire voir, enfin pas moi, les services vont vous présenter une petite vidéo qui reprend les différents thèmes évoqués dans la charte et qui va nous permettre après de lancer les débats. Donc je rappelle autour de 3 thèmes. La qualité architecturale, la partie environnementale et la partie mixité sociale. Nous allons normalement avoir une petite vidéo. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une vision plus conviviale de cette charte. Alors, nous allons donc commencer la première partie concernant la qualité architecturale. Donc, je ne frustrerai personne, mais je rappelle qu'après les 3 thèmes qui soient évoqués relativement rapidement, en 4-5 minutes, nous aurons donc ensuite la parole qui sera transmise aux promoteurs qui le souhaitent, bien sûr, qui expliqueront leur engagement. On fera une photo de la signature qui sera bien évidemment virtuelle. Donc, on demandera à tout le monde d'allumer à ce moment-là sa webcam et on essaiera de voir un peu comment on peut réaliser cet objectif qui est de faire du collectif avec une démarche très individuelle à travers des vidéos individuelles. Ensuite, donc, nous aurons cette séance de questions-réponses avec les journalistes. Et bien sûr, je vous apporterai une petite conclusion qui fera le lien avec le futur de notre action. Alors, je devais normalement faire cette petite intervention
sur la qualité architecturale avec un architecte, M. Valero, qui ne semble pas là, sauf si il apparaît miraculeusement là maintenant, mais j'ai des doutes parce que les services me disent clairement qu'il n'est pas là. Donc, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Alors, pour essayer de retomber sur mes pieds, je vais vous proposer d'interagir avec moi. Hein, c'est-à-dire que ces 4-5 minutes qui étaient prévues, en fait, sur un échange entre lui et moi, je vous propose qu'on l'ait ensemble. C'est-à-dire que si vous avez des volontés à un moment donné d'apporter votre éclairage sur l'aspect qualité architecturale, je vous donne la parole. N'hésitez pas à la prendre. Alors, juste, je vais vous présenter rapidement ce que c'est. L'idée, c'est pas quand on parle de qualité architecturale, il faut faire attention de ne pas faire de faux débats, parce qu'on n'est pas là pour dire ce qui est beau ou ce qui correspond à une esthétique particulière. On n'est pas dans ce domaine-là. On insiste pour que les projets architecturaux intègrent des éléments qui concourent à la qualité des espaces de vie des immeubles et des logements produits sur les lieux. C'est ça notre objectif. Donc, alors, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à ce que les projets prennent en compte le paysage urbain dans lequel ils vont se réaliser. Cela nécessite, bien sûr, de prendre en compte l'existant, non pas pour limiter l'originalité architecturale, mais au contraire pour que ça soit une source d'inspiration, l'existant, quitte à renvoyer des images différentes. Hein. Ça ne demande pas une homogénéité totale de conception architecturale. On demandera à ce qu'il y ait une attention particulière qui soit apportée concernant le choix des matériaux. Bon, c'est une volonté clairement exprimée. On parle beaucoup de matériaux biosourcés, mais on va faire un petit travail d'identification des producteurs de pierre, des producteurs de bois qui existent, ou de paille, hein, qui existent, on a la possibilité de faire des isolations en paille, qui existent donc sur la région de France et un peu autour. Donc, on est prêt, bien sûr, à travailler avec tous les promoteurs pour avancer sur ce sujet-là. On insistera aussi beaucoup sur la réutilisation des matériaux des constructions précédentes, c'est-à-dire qu'on veut que la base, pour éviter donc la surconsommation de produits, que la base de la construction repose sur, on a fixé 70%, mais un fort pourcentage sur la réutilisation des matériaux existants. Alors, il y a tout un tas de techniques, je laisserai les experts, s'il y en a ici, nous l'exprimer, mais c'est important pour nous. Après, sur la qualité des logements, si vous voulez, le fait que nous soyons dans une zone tendue a fait que les prix, bien sûr, ont augmenté, mais aussi que les surfaces se sont réduites. Alors, elles se sont réduites dans la typologie des productions, hein, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître surtout à Villejuif, beaucoup de T1, T2 et peu de T3 et encore moins, bien sûr, de T4, T5. Alors là, nous, on demandera à ce que dans les projets, il y ait une répartition, on va dire, au tiers, un tiers de T1, T2, un tiers de T3 et un tiers de T4, T5, mais aussi que ces T1, T2 et ces différentes typologies aient une surface suffisante. On ne veut pas que les mètres carrés se deviennent, derrière l'intitulé T1, T2, T3, T4, T5, ça se réduise proportionnellement. Donc on veut bien sûr que ce soit des logements qui soient bien orientés. C'est important pour nous qu'ils soient traversants ou à double orientation, en privilégiant bien sûr les espaces de vie qui soient situés au sud ou à l'ouest. On évitera, tant qu'on peut, bien sûr, les mono-orientations au nord, en sachant, alors pourquoi tout ça, c'est des souhaits, des demandes, mais parce qu'en fait, chaque parcelle sur laquelle les architectes vont produire leur dessin et leur projet, chaque parcelle a ses contraintes propres, hein, la forme de la parcelle, son orientation, qui limitent des fois les possibilités. Donc c'est pour ça qu'on incite à faire, on n'est pas du tout complètement bloqué. Concernant les espaces extérieurs, on a fait figurer qu'on souhaitait que chaque logement ait un balcon d'une profondeur d'1,50 m. Alors, ça fait partie de ce qui nous est remonté un peu des citoyens qui ont de plus en plus vécu en télétravail et dans cette période de Covid et qui ont besoin donc de plus en plus d'avoir des espaces, des lieux sur lesquels ils peuvent s'ouvrir vers l'extérieur. Ensuite, il y a eu des propositions de fait sur les bâtiments et sur les immeubles, donc qui contiendraient, en plus des locaux vélos, des locaux poubelles et de compostage, des espaces communs pour que les gens puissent se les approprier en commun. Alors, ça peut être des buanderies, des ateliers de réparation, des salles de réception avec ou sans cuisine, quel que soit, ou même des chambres supplémentaires.
si vous voulez, l'idée, c'est de faire que ces espaces communs-là soient réappropriés par les résidents de ces immeubles comme étant des plus qui permettent d'avoir donc un agrandissement, un usage plus grand que leur seul appartement. Et on a bien sûr demandé à ce que les espaces verts contiennent, donc on propose plus important, contiennent aussi des jardins partagés pour que les habitants puissent développer le jardinage pour tous. Voilà les grands thèmes hein, qu'on a évoqués lors de ces échanges. Je rappelle que la charte était une procédure négociée. C'est les panélistes que je viens de vous faire à la première, c'est les tendances, les orientations, et que bien évidemment, on ouvre le débat pour que chacun puisse exprimer ce qu'il souhaite dire. Alors, est-ce que nous avons des gens qui souhaitent intervenir ou pas? Je fais un rapide appel. N'hésitez pas, hein, si vous avez des points, des thèmes sur lesquels vous voulez intervenir, vous levez la main et assez rapidement, on vous donne la parole. Si vous ne l'avez pas là spécifiquement sur la qualité architecturale, je regrette encore une fois l'absence de M. Valero, mais nous allons enchaîner. Non, visiblement, nous n'avons pas d'interrogation particulière. Alors, je vais donc passer la parole à Nathalie Gandet, élue à la transition. Oui. Oui. Donc, je ne voulais pas intervenir, c'est Alain Weber. Je ne voulais pas intervenir parce que j'espérais qu'il y aurait effectivement d'autres intervenants que les élus. Mais je voudrais quand même dire que cet aspect de qualité architecturale dans notre charte de la construction et de la promotion me paraît quand même un volet extrêmement important. Comme tu l'as dit, à juste titre, il ne s'agit pas de se faire les arbitres des élégances, mais le mot qualité est important et on sait que les architectes sont porteurs d'une dimension culturelle de la ville. Le métier d'architecte est un métier dans lequel la dimension culturelle est importante. Je dirais, ça ressemble presque à un droit d'auteur hein, quand un architecte intervient. Et donc, ça me paraît extrêmement important que la ville, à travers cette charte, manifeste son intérêt pour cette profession des architectes, qui est une profession qui souvent fait face à beaucoup de difficultés et qui mérite notre total respect et notre totale attention. Voilà, donc je voulais saluer les architectes. Je n'ai pas vu la liste des 53 participants. Je ne sais pas s'il y en a en dehors de M. Valero qui n'est pas là. Mais c'est vraiment une profession qui mérite d'être saluée parce qu'elle porte en elle-même à la fois l'exigence de réalisation et de faire, mais aussi une haute exigence culturelle. Et je crois que c'est un petit peu notre ligne de conduite à nous aussi au niveau des élus. Tout à fait, Alain. Merci pour cette intervention et pour ces précisions. Alors, si donc nous n'avons pas d'autres demandes de parole, je vous propose que Nathalie. Je veux bien. Nathalie Gandet. Allez-y. Quelques mots, si vous voulez. Présentez-vous juste. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Stéphane Slama-Royer, Link City, pour que les promoteurs, effectivement, puissent participer un petit peu à cet aspect qui est important sur l'architecture. Donc déjà, merci de nous inviter. Bon, nous, on est toujours un petit peu sceptiques quand on voit des chartes promoteurs, parce que souvent, elles peuvent comporter un certain nombre de demandes, d'obligations qui peuvent être difficiles et qui peuvent être contraires à nous, nos objectifs. Je dois dire que là, effectivement, la démarche a été assez consensuelle. On l'a relu après les réunions préparatoires avec beaucoup d'attention et nous, on trouve effectivement que tout ce qui est notamment matériaux, tout ce qui est conception est tout à fait en phase avec les objectifs RSE des promoteurs en général. Là, on est tous très axés matériaux biosourcés, durables, recyclables, tout ce qui est bois, pierre et la réduction d'empreinte carbone. Le point important, vous l'avez évoqué, monsieur, c'est vraiment de ne pas être peut-être trop dogmatique dans l'interprétation des critères, en particulier des critères dimensionnels, simple ou double orientation, etc. Parce que sur d'autres territoires, on a pu avoir des difficultés avec des interprétations qui peuvent ne pas s'appliquer, par exemple, à du logement étudiant ou à du senior ou à des choses comme ça. Voilà un peu la petite sollicitation sur ce point-là, mais par ailleurs, on adhère parfaitement aux critères architecturaux.
Est-ce que Merci, c'est possible de monsieur. dire un petit mot en tant qu'architecte ou j'ai 2 minutes? Vous êtes bien évidemment la bienvenue. Allez-y, D'accord. Madame Crépu. Je suis Florence Crépu, architecte urbaniste pour ATI Choiseul. Donc je souscrivais à ce que M. Weber a dit, bien entendu. Et je voulais juste dire que ce qui est important aussi, et le pandémie nous l'a montré, c'est bien entendu la qualité d'usage du logement et puis la qualité urbaine du quartier, de la proximité. C'est 2 choses qui sont importantes. Donc la qualité urbaine, c'est mettre des beaux objets, bien entendu, mais il faut que tous ces objets soient dans une cohérence urbaine. Et ça, c'est ce qui va faire l'identité de la ville. C'est très important. À Villejuif, il y a un héritage de voies qui sont en plus ou moins bon état, etc., de voies qui sont reprofilées. C'est ça qui fait l'identité de la ville, c'est ça qui est très intéressant. Sur la qualité d'usage, vous avez signalé les espaces extérieurs, que ce soit des balcons ou des loggias, pour faire attention à l'habitabilité de tous ces espaces extérieurs, qu'on ne soit pas trop dans des balcons projetés, très visibles, qu'on ne puisse pas utiliser, mais qu'il y ait quand même une notion d'intimité qui soit là. Et puis, un petit point très précis je suis assez attentive et je trouve que ça serait bien que ça puisse être pris sur la qualité des plans, de l'organisation des plans, bien entendu, pour l'usage, et notamment les cuisines en second jour, en fond de séjour, pour des 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, ça semble pas être acceptable, je trouve. Donc, même si la cuisine est liée au séjour, bien entendu, ouverte, il faut quand même qu'il y ait une fenêtre qui rende un coin un peu plus approprié pour la cuisine, parce que sinon elle est complètement subordonnée au séjour. Et c'est très difficile, les odeurs, le bruit. C'est une pièce en moins. Hein. C'est une pièce en moins. La cuisine, c'est une pièce. Ça fait une pièce en plus, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, qualité urbaine, qualité d'usage, c'est 2 points qui me paraissent importants. Et bien entendu, sur tout ce qui est l'identité de l'architecture de Villejuif, qui est un vrai sujet de réflexion et que vous vous êtes approprié. Voilà. Merci. Merci. Alors, juste par rapport à l'urbanisme en tant que tel, donc je précise qu'on va rentrer dans une phase d'élaboration d'un PLU intercommunal. Ces sujets, l'espace commun, l'espace dans lequel on s'intéresse au projet, est un sujet qui va revenir, bien évidemment, et on fera appel à vous aussi pour ce moment-là, pour ce moment d'échange. Juste, vu que vous êtes là, j'en profite sur ces notions d'espace commun. Qu'est-ce que vous en pensez, ces moments, ces espaces un peu, on va dire, d'ateliers de réparation, de cuisine supplémentaire ou d'espaces de réception supplémentaire, ou ces chambres d'amis, entre guillemets, qui pourraient être partagées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît intéressant, utile? Est-ce que ça se développe ou est-ce que c'est moins important pour vous? Ça se développe. Je ne vous cache pas que la faisabilité opérationnelle est quand même assez compliquée. Quand on arrive dans un programme d'une 50aine de logements à sortir déjà une pièce, je veux dire, de 20 mètres carrés polyvalente ou avec un usage dédié, c'est déjà une chose, c'est déjà très bien, mais c'est souvent quelque chose qui fédère les habitants et c'est bien entendu une orientation qui peut être intéressante et qui favorise justement cette vie liée à la proximité. Ça peut être un espace de coworking, ça peut être, c'est pas forcément très très grand, mais les gens ont besoin de travailler. Je veux dire, avoir une quinzaine de mètres carrés ou 20 mètres carrés, je veux dire, qui permettent à 2-3 personnes de travailler ensemble, c'est déjà très bien. Voilà, donc c'est des pistes en tout cas intéressantes. La question de leur financement est essentielle, évidemment, on va très vite, hein, mais c'est très bien. Également, toutes vos pistes de jardinage, de jardin partagé, etc., c'est des choses qui favorisent le lien social et qui sont bien entendu à développer dans des conditions les plus réalistes possibles. J'insiste, il faut qu'il y ait une association, un groupement d'habitants qui soit identifié, qui ne part pas sur des chimères, mais des choses à du sens et qui puissent réaliser. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, c'est parfait parce que ça va nous permettre de faire le lien directement avec Nathalie Gandet qui va nous parler justement de la concrétisation de ces éléments environnementaux dans le cadre des projets immobiliers. Nathalie, je vais te donner la parole. Alors, juste, excuse-moi, Gilles, il y a M. Hamzala qui a levé la main. Ah, mais je ne sais pas dire, mais je suis, si tu veux, tributaire de non, mais on est là. Merci. Merci. Allez-y. Merci de me donner la parole. Alors, je suis Marc Hamzala, directeur général de Polycité, qui est un promoteur francilien. Je n'ai pas encore eu le plaisir de construire à Villejuif, où nous avons participé à l'élaboration de la charte. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Weber, et je salue bien évidemment tous les participants et M. le maire et les élus, sur ce que disait M. Weber en matière d'exigence architecturale. Nous avons, nous promoteurs, aussi beaucoup d'exigences
ces exigences sont souvent sous-estimées, méconnues, mais je tiens toutefois à dire que, et à la lumière de ce qui s'est fait dans les opérations de Réinventons la métropole, nous nous sommes énormément plongés sur tout ce qui était aménité loco-vélo, voitures électriques, locaux partagés, potagers urbains, œuvres d'art. Et nous considérons, en tout cas à titre personnel, mais je pense que c'est partagé par pas mal de mes confrères, comme un des maillons essentiels de la transition écologique et du développement durable. Car le logement constitue, à mon avis, le point de départ de la mise en œuvre, de la transition écologique réussie. Et on est, nous aussi, très exigeants. On a une image qui est malheureusement, je le regrette, absolument assez déplorable auprès des administrés, des riverains, des habitants. Mais il convient de savoir, et je m'efforce d'essayer de réhabiliter cette image, peut-être à la faveur de cette transition écologique, de considérer que le promoteur est quand même très préoccupé malgré tout par tous les points qui viennent d'être dits et tous les points qui sont contenus dans cette charte de qualité. On parlait des balcons, on parlait de la qualité environnementale, on parlait de l'architecture, etc. Parce que les promoteurs sont malgré tout attentifs à leurs réalisations qui ont vocation à durer. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, et que l'exigence est une attitude partagée. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, je pense que je vais passer la parole à Madame Nathalie Grandet, si tout le monde est d'accord. J'ai juste... Allez, Nathalie, tu peux, je pense, prendre la parole. Oui, donc je rétablis mon micro. Alors, bon, d'abord, moi, je suis très heureuse de voir une telle affluence à cette réunion de signature de la charte, de notre charte de construction et de la promotion. Les ateliers qui nous ont permis de préparer cette charte, à mon sens, ont été très fructueux. Alors, notamment dans mon domaine qui est celui de la transition écologique, c'est-à-dire que les spécialistes qui ont participé aux ateliers, eh bien, nous ont fait connaître et partager les innovations techniques les plus avancées, d'une part, et d'autre part, nous ont permis de faire le point sur les obligations réglementaires qui allaient arriver vers nous, et de manière à pouvoir les anticiper pour que les futures constructions soient bel et bien, s'inscrivent bel et bien dans un haut degré d'exigence en matière environnementale. Alors, par exemple, nous avons beaucoup évoqué des espaces libres qui devront être végétalisés, mais en plus, nous disons qu'il faudra privilégier pour la biodiversité, pour que la faune et la flore puissent se déplacer, parce que la flore aussi se déplace, privilégier des espaces verts d'un seul tenant. Et puis, ailleurs, on écrit que les clôtures devront permettre le passage des petits animaux. Ce sont des choses qui sont voilà, effectivement importantes et qu'on n'a pas toujours à l'esprit, même quand on a un haut degré d'exigence. Alors, les ateliers nous ont permis aussi de connaître et partager des techniques en ce qui concerne la végétalisation des toitures. Alors, évidemment, il y a les possibilités d'installer du potager et du jardinage en toiture, mais nous avons aussi appris que les toitures peuvent être végétalisées avec une grande variété d'espèces locales, qu'on peut utiliser des substrats issus de circuits courts et pas forcément de la pouzzolane venue de Roumanie. On a appris aussi que il existait des techniques pour installer et conserver l'eau de pluie
en toiture, en dessous des toitures végétalisées, avec par exemple des espèces de résilles qui vont permettre à quelques centimètres d'eau d'être là. Nous avons beaucoup avancé aussi sur les questions d'eau de pluie. Hein. Nous savons tous et toutes que l'eau est une ressource rare, qui va devenir de plus en plus rare, hein, d'une part, et que d'autre part, le traitement des eaux usées est un problème, une problématique, que la saturation des réseaux est une problématique pour une ville qui s'agrandit. Et donc, nous avons inscrit dans la charte un objectif de 0 rejet des eaux pluviales, avec la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Alors, en favorisant les noues et les espaces perméables, nous avons appris aussi qu'on pouvait installer des jardins de pluie qui permettent d'utiliser l'eau de pluie pour comment dire, c'est un peu comme des espèces de grands bacs Riviera, hein, pour ceux qui ont connu ça dans les années 70, mais d'utiliser l'eau de pluie sur la durée, sur l'année. Alors, nous avons inscrit également, et ça de manière très ferme, la nécessité de se conformer à la réglementation qui va nous intervenir en janvier 2024 sur le recyclage des biodéchets. La ville a l'obligation d'avoir une filière de recyclage des biodéchets et nous demandons évidemment aux promoteurs d'y participer en installant des espaces de compostage en pied d'immeuble. Bien, le reste des préoccupations a déjà été largement évoqué. Je vois Gilles qui parle à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas s'il secoue la tête pour que pour que j'arrête. Enfin, ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette charte, et on en a déjà eu l'occasion avant même qu'elle soit signée, nous sert de socle pour discuter avec les promoteurs qui vont proposer des nouvelles constructions. Elle nous sert aussi à discuter et avoir des exigences fortes dans les projets de rénovation, même si elles ne s'appliquent pas aujourd'hui aux bailleurs existants et aux copropriétés existantes. C'est quelque chose qui va nous servir de socle pour les bailleurs qui voudront ou veulent déjà nous soumettre leur projet de transformation et de rénovation. Voilà, je crois que le reste a été dit finalement. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, comme tout à l'heure, j'ai demandé aux gens de bien vouloir s'inscrire, nous demander la parole ou même de parler directement. Hein. On a vu que ça marchait très bien. N'hésitez pas. Ce sujet est vraiment fondamental pour nous parce qu'on est ciblé dans un triple objectif, ce fameux triple objectif qui est bien sûr de faire cette démocratie citoyenne, de faire participer les habitants à la construction de la ville, le fait de construire pour qu'on puisse proposer du logement et du logement social aux habitants, mais c'est aussi bien sûr la troisième contrainte qui est de faire que on augmente, on améliore l'espace de la qualité environnementale et la qualité de la vie dans la ville. Vous voyez, c'est cette triple demande-là qui s'oblige et qu'on partage bien sûr avec les promoteurs et sur lequel, bien sûr, on sera très exigeant. Est-ce que vous avez des interventions? Peut-être lors des questions-réponses tout à l'heure avec les journalistes au moment de la signature, on pourra revenir bien sûr sur ce sujet. Alors ce que je vous propose, c'est que Alain Weber, donc élu à l'habitat au logement, au parcours résidentiel et au développement économique, ainsi que M. Catoni Dopali, qui je pense est là, puisse intervenir sur l'aspect mixité sociale. Alors ça sera d'abord une présentation d'Alain Weber
et ensuite on passera la parole à M. Catoni. Alors, vas-y, nous t'écoutons. Oui, donc rebonjour à tous. Cette fois-ci, effectivement, avec ma casquette d'adjoint, on va dire à l'habitat pour faire plus court, et au développement économique. Et quand je dis à l'habitat pour faire plus court, c'est en fait très important de bien dire que derrière les différents intitulés de cette fonction d'adjoint, il y a le parcours résidentiel. Et je laisserai évidemment M. Catoni, qui est directeur général d'Opali, parler plus spécifiquement du secteur du logement locatif social, tellement important dans notre ville. Comme l'a rappelé le maire, nous allons remonter les exigences de construction de logements sociaux. C'est une exigence extrêmement forte de la part de nos concitoyens. Mais tout cela s'inscrit en fait dans un habitat pour tous, dans un habitat pour tous les villes-juiffois, depuis les plus modestes, donc y compris le volet hébergement dans les différents aspects, jusqu'aux catégories moyennes qui peuvent envisager l'accession à la propriété, voire aux catégories supérieures qui peuvent envisager l'accession à la propriété en secteur libre. Mais évidemment, notre action, et c'est le sens de cette charte, notre action, elle vise cet équilibre. Et vous trouvez dans cette charte un équilibre entre différents statuts d'occupation. 6.18 dans la charte, paragraphe 6 programmation. Les opérations d'une certaine surface, naturellement, pour que ça ait un sens, devront permettre la diversité des statuts d'occupation avec la liste de ces statuts d'occupation. Donc ça, c'est déjà un premier objectif, c'est bien l'habitat pour tous. Ensuite, également une diversité de la typologie de logement, avec d'ailleurs, je ne sais pas si ça va rassurer peut-être les promoteurs qui ont pu regarder le modèle de charte qui est sur le site de la ville, où on met un tiers de T5 et plus, non, c'est un tiers de T4 et plus, hein, donc un tiers de T1, T2, un tiers de T3 et un tiers de T4 et plus. Voilà. Ça serait déjà un progrès et ça serait déjà une inflexion dans ce que produit le marché spontanément, qui est de produire beaucoup plus de petits logements. Cette expression à travers 3 tiers montre une volonté d'équilibre dans la ville. On sait qu'il y a une pression très forte sur les petits logements compte tenu de l'évolution de la cellule familiale, compte tenu de ce qui est parfois l'éclatement de la cellule familiale, ou en tout cas compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Bon. Mais on sait que nous manquons aussi de logements de 4 pièces et plus qui sont des logements familiaux. Et notre souhait est clairement, à travers cette charte, d'avoir un équilibre entre les différentes typologies de logement. Et puis très rapidement, encore une fois, puisque M. Catoni en parlera un petit peu plus, les différentes typologies de logement social, de logement locatif social, entre le logement locatif social pour les plus modestes, le logement locatif social, on va dire, de base, classique, et puis un logement locatif social un petit peu de catégorie supérieure. Et à travers l'accession sociale à la propriété aussi, à travers l'accession à prix maîtrisé, également, nous voulons développer des programmes qui permettent aux catégories de ménages qui ont la possibilité de démarrer un acte d'achat de propriété si on pèse sur les prix, qui n'ont clairement pas, dans le contexte villejuifois actuel, les moyens d'acheter au prix spontané du marché, du libre marché. Si, avec les promoteurs, à travers cette charte, et à travers éventuellement différents dispositifs, mais en tout cas, là, cette charte exprime une volonté vis-à-vis des promoteurs de peser sur les prix de façon à, autant que possible en petite couronne, dans une ville extrêmement bien desservie, comme le maire l'a rappelé tout à l'heure, autant que possible, permettre à toutes les catégories du bassin d'emploi, des Villejuifois prioritairement, puisque nous sommes élus de Villejuif, mais on va dire du bassin d'habitat, du bassin d'emploi, du bassin de vie finalement, de pouvoir vivre leur vie. Et puis également, un aspect important qui est dans cette charte de programmation, c'est le paragraphe 6.20, qui nous parle d'emploi. Il nous parle d'emploi à travers la mixité fonctionnelle des quartiers, donc à travers le regard que nous porterons et le dialogue que nous voudrons avoir et que nous aurons avec les promoteurs sur la nature des emplois qui seront développés, soit à travers des immeubles tertiaires, soit à travers des pieds d'immeubles, notamment des pieds d'immeubles à vocation d'activité, à vocation commerciale, que nous puissions avoir avec les promoteurs une discussion sur la nature des emplois, avec bien sûr une attention toute particulière à l'économie sociale et solidaire et une attention toute particulière aux clauses d'insertion qui permettront aux
personnes qui ont le plus de difficultés à accéder au marché de l'emploi, on pense bien sûr aux jeunes, mais pas que, d'avoir des opportunités à travers ces clauses d'insertion, des opportunités supplémentaires. Voilà, donc je crois que notre volonté est vraiment une volonté de faire cette ville pour tous à travers un outil, cette charte qui est d'abord et avant tout, comme l'a rappelé Gilles Lafont, un outil de dialogue et de discussion. Donc nous avons la ferme intention, et à travers des services de qualité, d'avoir ce dialogue de qualité avec nos interlocuteurs de l'acte de construire. Et maintenant, je vais donner la parole à M. Catoni. Merci, M. Weber. Je me présente rapidement, donc Alain Catoni, je suis le directeur général d'Opali et nous travaillons depuis la fin de l'année dernière donc à un projet de fusion qui nous réunira avec l'OPH de Villejuif et également avec celui de Vitry à l'échéance du 1er janvier 2022. Je voudrais en complément dire quelques mots. Je vais parvenir sur l'ensemble des objectifs qui ont bien été clairement affichés, mais peut-être dire en quoi cette charte et la signature d'une telle charte nous permet d'offrir des garanties pour conduire l'ensemble de ces objectifs. Bien évidemment, sur chaque opération, on a donc un cahier des charges de nos besoins spécifiques qui font référence à la fois à un besoin en typologie de logement, donc plutôt dans le cadre du parcours résidentiel, des logements familiaux plutôt que des logements de primo-entrants, mais également donc en termes de statut, ça a été réévoqué juste à l'instant, avec du logement locatif social, très social, et du logement locatif intermédiaire pour permettre la réalisation complète du parcours résidentiel de l'ensemble des villes juifoises et des villes juifois. La charte, qu'est-ce qu'elle offre comme garantie? Elle offre la garantie une meilleure implication, à mon sens, de l'ensemble des acteurs, donc que ce soit la ville, le promoteur ou le bailleur social, mais surtout, cette charte permet que l'on travaille en amont. C'est l'association du bailleur social le plus tôt possible, la qualité de l'organisation du logement qui a été évoquée tout à l'heure, la qualité du positionnement du logement social dans un programme ne peut être réalisée de manière satisfaisante que quand le bailleur social est associé très en amont du projet, donc au niveau du concours, mais également au niveau des premières esquisses, du travail qui s'affine jusqu'à la préparation du permis. Et c'est extrêmement important. Et de ce point de vue-là, l'élaboration de la charte telle qu'elle est proposée va donner ces garanties pour avoir un meilleur résultat. Peut-être encore un petit mot. L'aspect architectural est extrêmement important et il y a un élément fort dans cette charte, c'est l'exigence que les architectes soient présents du début jusqu'à la fin du projet. Et cet élément-là est une garantie vraiment importante qu'à terme, le projet que l'on va réaliser soit conforme et soit dans la continuité de ce qui avait été mis en œuvre à l'origine du projet. Et là encore, la charte va nous permettre d'accompagner en tant que bailleur social ce processus, bien évidemment, tout en respectant le rôle et les responsabilités de chacun. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais évoquer. Donc je pourrais aussi répondre comme les uns et les autres à des questions s'il y en avait ultérieurement. J'aurais presque envie de dire qu'on a hâte de commencer. Pour l'OPH de Villejuif, il y a 2 opérations de VFA qui sont en perspective dans le courant de cette année. Et ces opérations de VFA devront s'inscrire dans le respect de la charte et dans la mise en œuvre de la charte. Et donc, nous sommes attentifs et pressés de pouvoir commencer à travailler avec les services de la maîtrise d'ouvrage de l'OPH de Villejuif et avec les services de la ville à la mise en œuvre, notamment sur Stalingrad et sur Campus Grand Parc, de 2 opérations. Merci beaucoup, M. Catoni. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être encore une fois qu'on garde un petit moment d'échange si certains intervenants souhaitent s'exprimer après cette présentation. Vraiment, n'hésitez pas. Hein, Alors, moi, je n'hésite pas. Nathalie. Je prends la parole justement pour Monsieur Catoni. Effectivement, vous avez évoqué des projets nouveaux, mais le parc de l'OPH de Villejuif, dispose aussi de projets, enfin de résidences anciennes sur lesquelles les espaces extérieurs sont très vastes. Et ces espaces extérieurs aussi mériteront
certainement d'être réhabilités en espaces verts de qualité pour les habitants. Je pense par exemple à tout l'ensemble qui est situé du côté de la place Éluard, où il sera nécessaire de certainement requalifier les espaces extérieurs. Je pense par exemple aussi au centre-ville. Les résidences que vous avez en centre-ville, eh bien, ont des espaces. Alors, il y en a un qui a été réhabilité récemment, l'autre pas du tout. Nous avons en centre-ville un déficit d'espaces verts pour le public. Nous avons le parc Pablo Neruda qui va être réhabilité, mais ça ne sera certainement pas suffisant pour donner des espaces aérés à la totalité des habitants du centre-ville et notamment ceux du parc social. Voilà, donc je voulais insister sur ce point et je vous rencontrerai volontiers à ce sujet dès que ce sera possible. Merci Nathalie. Gilles, il y a Monsieur Laforêt, Manuel Laforêt qui a levé une main. Qui prend la parole. Qu'il baisse sa main et qu'il s'exprime. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Manuel Laforêt. Je suis donc le directeur de Copimo, coopérative HLM d'accession sociale. Et donc, effectivement, je voulais juste rebondir sur les éléments qui nous ont été présentés pour dire que c'est très intéressant puisqu'on retrouve beaucoup des éléments dans cette charte que Copimo, notamment avec d'autres COP HLM, porte en termes de mixité, de la typologie, de logement pour les familles, de logement abordable, et aussi de qualité environnementale des programmes. Et donc voilà, donc on s'associe pleinement à cette démarche et qui est vraiment dans la logique de développement et du logement abordable qu'on souhaite porter, notamment dans les communes qui en ont le plus besoin. Merci, monsieur. Je ne vois toujours pas, moi, les demandes de prise de parole, donc n'hésitez pas à intervenir. Okay. Donc, ce que je vous propose, alors, je vais dire deux mots sur le parcours résidentiel dont Alain, bien sûr, a parlé et qui est un des éléments importants. Donc, on parle de logement social et d'accession privée, et bien sûr, entre les deux, il y a l'accession sociale à la propriété et le nouveau BRS, qui a on va dire une accession sociale où on distingue le foncier de l'appartement, pour faire simple, qui sont des produits sur lesquels nous allons nous investir de manière assez importante. Alors, c'est très dur de mettre ça dans une charte, parce que, bien évidemment, ce n'est pas des éléments qui sont facilement identifiables, mais il faut que les promoteurs sachent que nous sommes attentifs aussi à ce que des produits de ce type soient proposés aux villes du foie. Je le rappelle, on travaille pour que tous les villes du foie puissent trouver dans le parcours résidentiel l'offre qui leur correspond. C'est ça notre objectif, du PLAI plus PLS, qui sont les trois catégories de logements, à l'accession privée, en passant donc par l'accession sociale, le BRS, de manière à ce que tout le monde puisse trouver, en fonction des caractéristiques de ses revenus et de son patrimoine ou de son absence de patrimoine, puisse accéder à un logement lui correspondant. Voilà, alors je vais passer maintenant la parole à Anne-Gaëlle Lévier, qui va nous parler de l'élément, un des éléments essentiels qui concerne bien sûr le rapport à la démocratie participative et à la participation citoyenne. Juste pour cadrer, pour lui donner la parole, à la page 11 de la charte, on a l'ensemble de la procédure, donc de la prospective foncière à la visite en année N+1 du rendu d'un bâtiment. On a toutes les étapes et à chaque fois, bien sûr, on s'est posé la question comment le citoyen peut s'impliquer soit en tant que riverain proche du bâtiment, soit seulement en tant que du foie, ou en tant que bénéficiaire direct, bien sûr, de ces offres de logement, comment il peut participer à l'élaboration de ces projets. Je laisse la parole à Anne-Gaëlle Lévier. Merci Gilles. Donc bonjour à tous, parce que vous m'avez entendu en voix off, mais là je vais officiellement prendre la parole. Donc je ne vais pas vous relire ce qui a été écrit dans la charte de l'habitat et que Gilles vient de rappeler, mais
C'est vrai que c'était une notion qui était importante pour nous, d'abord parce qu'il y a, et ça ne vous aura pas échappé, à Villejuif comme ailleurs, une évolution en fait du rapport du citoyen dans son implication dans la ville. C'est vrai que même si le Covid a un petit peu coupé net certaines formes de participation, néanmoins c'est un phénomène qui se fait de plus en plus prégnant au fil des années et qu'on retrouvera certainement, je l'espère, à la fin de la crise sanitaire, même si on a pu techniquement continuer à organiser des formes de concertation. Alors, pourquoi c'était important pour nous? D'abord parce que justement, on en a fait un élément fort aussi de notre programme municipal, la participation citoyenne dans tous les aspects de la construction de la ville et de la participation à la ville. Peu importe son âge, son lieu de résidence, il est important que chaque citoyen se sente impliqué et puisse avoir le sentiment de vraiment œuvrer à l'avenir de la ville. Et aussi parce que, ce que disait aussi Gilles Lafont en introduction, il y a eu pendant 6 ans florilège de construction un peu partout sur la ville, mais quelquefois à certains endroits, et moi je pense plus particulièrement dans le nord de la ville, où vraiment il y a eu beaucoup d'habitants qui se sont dépossédés, en tout cas, de leur droit de concertation et de leur droit d'avis sur l'avenir de la ville. Donc c'était pour ça en fait qu'on souhaitait vraiment le mettre complètement dans la charte sous différentes formules. L'idée n'est pas de contraindre qui que ce soit, mais l'idée c'est de pouvoir s'écouter, s'entendre et d'arriver à trouver des solutions qui soient acceptables pour tout le monde, ou en tout cas que les habitants ne se sentent surtout pas dépossédés de l'évolution urbanistique de Villejuif. Donc, ça pourra intervenir aussi, on y avait pensé, à des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas villejuifoises et qui ont vocation à le devenir, à ce que des visites de la ville puissent être organisées et des présentations du programme puissent être organisées le plus en amont possible, avant même le démarrage du projet, pour qu'il y ait déjà une prise en compte, une découverte de leur environnement, qu'on ne débarque pas et que ça ne devienne pas une ville dortoir. Au contraire, on a vocation justement à travailler bien en amont pour que les habitants soient assez vite, voire très très vite intégrés dans l'histoire de la ville et dans la participation à la ville, dans l'usage aussi des équipements publics, que ce soit les écoles, mais les médiathèques ou les équipements sportifs. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de vraiment intégrer très rapidement ces futurs citoyens. On a, même si la charte est aujourd'hui en signature, comme je le disais aussi en introduction, on a commencé dès le début de notre mandat à concerter les habitants et j'avais envie de vous parler d'une expérimentation que l'on a menée, notamment au niveau du quartier Le Bon-Lamartine, puisqu'il y a un projet en rue. Et donc, on est allé voir les habitants, justement, ça a été entre février et mars, on avait fait appel à un prestataire pour aller faire du porte-à-porte. Parce que quand on parle de participation citoyenne, c'est pas juste de faire un appel général et d'attendre que les gens viennent. On sait qu'il y a un véritable enjeu aussi sur aller vers les gens. Et c'est pour ça qu'on avait choisi cette option de faire du porte-à-porte. Ce n'est peut-être pas celle qu'on prendra à chaque fois, mais en tout cas, il faut, quand on parle de participation citoyenne, il faut se donner les moyens de le faire et trouver la bonne méthodologie pour faire en sorte que vraiment chacun puisse se sentir entendu. Et quelquefois, certains sont plus réticents, donc le aller vers est aussi une méthode qui devra être à nouveau utilisée certainement. En tout cas, sur le quartier en rue de Le Bon-Lamartine, le fait d'avoir fait ce porte-à-porte, je crois qu'on a recueilli presque plus de 50% de la parole des habitants, parmi les locataires, plus de 50% ont été vus, ce qui est quand même plutôt représentatif quand on fait un questionnaire. Et ça leur a permis d'exprimer quelquefois leurs inquiétudes, mais quelquefois leurs souhaits sur leur futur quartier. Notamment, on peut quelquefois avoir des contradictions entre espace vert et stationnement, mais justement, l'échange, il est aussi là pour ça, justement pour formaliser aussi les attentes et puis savoir comment on peut au mieux les intégrer par la suite. Donc, on avait porté sur la question du stationnement, on avait porté sur la question de la réhabilitation et de l'accompagnement des habitants, sur les équipements publics, parce qu'on a une école primaire, une école maternelle, une crèche sur ce quartier. Donc, c'était aussi de voir un petit peu avec eux comment ils voyaient l'évolution de ces équipements et notamment celui de la crèche. Ça a été cette remontée d'informations, en tout cas ce questionnaire a été analysé, il a été présenté au comité de pilotage de l'ANRU et ça permet aujourd'hui aussi aux élus
quand on travaille sur ce projet-là, de tenir compte de la parole des habitants et de l'intégrer dans cet équilibre qui est celui d'un ANRU, pour essayer de ne décevoir personne, mais surtout pour en faire un quartier de vie dans lequel les personnes, même s'il y a démolition, puissent se sentir à nouveau pleinement habitants. Voilà, donc j'en dirai pas plus, sauf s'il y a des questions par rapport à certains architectes ou promoteurs. Je ne sais pas s'il y a des expériences que certains d'entre vous aussi voudraient peut-être nous rapporter sur d'autres villes, justement, comment ça a été vécu. Voilà, il n'y a pas d'opposition à partir du moment où on fait bien les choses. Justement, on n'arrive pas à des oppositions de principe, mais au contraire à un vrai travail en commun. En tout cas, je voulais vous rassurer là-dessus. Et je suis à votre écoute aussi pour tout récit, justement, d'une expérimentation sur notre ville. Merci Anne-Gaëlle. Donc là, deux, trois éléments supplémentaires peut-être à ce que vient de dire Madame Lédier. C'est l'information, la manière dont l'information et la participation des citoyens à la consultation donc, sur ces projets sera fait entre le promoteur et la ville. C'est quelque chose qui sont des informations qui seront mises en œuvre dans ce cadre-là. De la même manière qu'à la fin du projet, l'enquête de satisfaction qu'on veut mener, ce n'est pas du tout pour s'immiscer dans la relation entre les futurs locataires sur le copropriétaire et le promoteur. C'est juste que nous souhaitons en fait qu'il y ait une espèce de rendu entre les citoyens qui vont vivre dans ces nouvelles constructions et que nous sommes un peu garants de leur écoute, qu'ils soient bien entendus. Ça nous apparaît important. Voilà, donc ça c'est juste ces deux informations que je voulais rajouter. Je ne sais pas si vous avez, d'après ce que demandait Anne-Gaëlle, est-ce que dans vos expériences, vous avez, en tant que promoteur, des expériences de consultation, de dialogue citoyen particulières que vous voudriez nous faire partager, messieurs, mesdames? Non, pas spécifiquement. Bah, écoutez, alors, je vais vous proposer qu'on passe à la partie qui est proprement dite l'objet de notre réunion, qui va être donc la signature formelle, on va dire, de cette charte et la photo pour laquelle on vous demandera bien sûr d'allumer tous votre webcam de manière à ce que vous puissiez être par les services capturé, ça va s'apparenter, je pense, à une capture d'écran. Donc, voilà. Alors, je vais quand même là vous solliciter encore une dernière fois pour que vous puissiez nous dire, avant que les journalistes vous posent quelques questions, que vous puissiez nous dire un peu, globalement, la question est relativement simple, c'est pourquoi vous signez cette charte et comment vous trouvez cette démarche-là. Je ne vous oblige pas à répondre, hein, c'est pas bien évidemment. Certains l'ont déjà fait, je les en remercie. Peut-être que d'autres peuvent en profiter pour prendre la parole et nous dire un peu pourquoi ils signent et pourquoi ils ont signé et quelle est leur attente par rapport à cette signature. Pour qui parle à gagner. Oui, mais oui. Quand? À la fin. Je n'ai pas beaucoup de demandes de prise de parole. Je vais donc vous... Bien, moi. Allez-y, n'hésitez pas. Et Gilles, excusez-moi, attendez, excusez-moi, après il y a Tiffaine Bélière qui a aussi demandé la parole. Voilà, juste pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Voilà, je vous en prie. Écoutez, on la signe par conviction, je vais reprendre ce que j'ai dit, c'est que nous, promoteurs, nous sommes convaincus de cette démarche vertueuse qui consiste à améliorer la qualité du logement. On est heureux quand on repasse et qu'on voit nos acquéreurs nous féliciter et être satisfaits dans nos logements. Donc on le fait vraiment par conviction, à titre personnel, en tout cas, c'est ce qui me caractérise. Là, dire qu'on va améliorer le logement, sa qualité, ses aménités et ses espaces partagés, c'est une chose qui nous motive au quotidien. Enfin, je parle pour moi, en tout cas, qui suis un promoteur, on va dire, à taille humaine. Voilà, c'est pour ça qu'on signe ce type de charte.
Ça ne suscite aucune réaction. Mais... Si, merci beaucoup. Je disais, mais je n'avais pas mon micro n'était pas actif. Alors, est-ce que donc je passe la parole à Tiffaine, voilà, que je connais bien. Merci Marc. Promoteur à taille humaine ou promoteur un peu plus gros, en tout cas pour le groupe Bouygues, c'est pareil, on signe cette charte avec grande conviction et on a été ravis de collaborer à cette démarche. C'est vraiment important pour nous, effectivement, de co-construire la ville avec ses différents habitants et puis de pouvoir participer au dessin du futur visage de la commune. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour nous parce qu'elle est totalement en cohérence justement avec la politique de notre groupe aussi. À la fois construire en répondant aux besoins de tous les habitants et les usagers, notamment sur un point fort qui est le nôtre de la mixité justement des produits développés et cette importance du parcours résidentiel que vous citiez tout à l'heure. Et puis, un point évidemment important, le tout en prenant le virage du développement durable, pour lequel nous, à une échelle plus large, on se veut exemplaire et de plus en plus exemplaire. Donc, on est vraiment ravis également de signer avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres prises de parole? Ou est-ce que tout le monde peut se prêter au jeu de la caméra de manière à ce qu'on puisse faire des... Alors là, je laisse faire les techniciens, techniciennes, parce que c'est eux qui sont le plus à même de faire ces photos de groupe par rapport à moi. Donc je vais... Oui. Gilles, Alain Weber. N'hésite pas du tout, Alain. Vas-y. Si je peux juste dire deux mots, c'est que comme je pense la plupart de nos 51 participants, on est monté jusqu'à 55, le savent, en fait, on a eu 2 séances extrêmement denses avec autant de participants, donc vraiment avec beaucoup de participation qui nous ont permis d'élaborer ce document. Et juste un point qui m'avait frappé, c'était que sur la question des prix, qui est quand même une question sensible pour les professionnels de l'immobilier en général, pour les promoteurs en particulier, la réaction était de dire, mais nous, finalement, ça va nous aider à peser sur les prix du foncier. Donc, je dirais, s'il y a une catégorie qui peut peut-être, qui n'est pas représentée sans doute parmi les 50, mais qui peut peut-être craindre quelque chose, c'est les propriétaires fonciers. Mais je crois pouvoir dire, Gilles et Nathalie et Gaël, qu'on l'assume complètement. C'est-à-dire que le fait que le prix du foncier puisse être autant que possible maîtrisé, ou en tout cas, sinon maîtrisé, du moins en tout cas, qu'on puisse peser sur les prix du foncier, est quelque chose que notre municipalité assume complètement. On a bien compris le message que les professionnels de la construction nous avaient envoyé sur la question du prix du foncier, avec le calcul à l'envers, qui fait que finalement, les propriétaires fonciers s'enrichiront moins que pourraient s'enrichir s'il n'y avait pas la charte. Merci Alain, tout à fait. Vous voyez qu'on est au top, on s'est calculé maintenant les prix inversés, on est arrivé au top de l'analyse. Alors, donc là, je ne sais pas, on me dit que ça se passe bien, qu'il y a des prises de photos qui sont en train de se faire. Souriez parce que vous êtes filmés, il n'y a qu'à le dire. Donc tout se passe très bien pour l'instant. Alors en parallèle, je vais demander, sauf si quelqu'un veut la parole, je vais demander donc aux journalistes qui sont présents, je suis désolé, mais il va falloir vous présenter avec vos noms, prénoms, de nous poser des questions. N'hésitez pas à nous interroger, nous ou les promoteurs. Nous ne sommes pas les seuls. Alors, nous avons normalement le Parisien 94 citoyens, le Journal du Grand Paris et Bâti Actu. Alors, qui veut prendre la parole et qui veut commencer à poser des questions? Si même les journalistes se taisent, ça va pas aller. Là. Laurent Bascoul a levé la main, Gilles Lacroix. Allez-y. Bonjour, Laurent Bascoul de 94 citoyens. Je voulais savoir parmi les acteurs qui sont parmi nous. On vous entend très très mal. Excusez-moi, on vous entend très très mal. Là, pour le coup, on ne vous entend plus du tout. Pour l'écrit, peut-être. Allez-y.
faudrait fermer un peu la caméra. Alors, on me souffle dans mon oreille que l'ensemble des caméras allumées peut prendre beaucoup de bandes passantes et que c'est pour ça peut-être qu'on a maintenant des difficultés. Donc, je vais demander à ceux qui ne parlent pas de désactiver leur caméra. Allez-y, on va faire un dernier essai, monsieur. Vous voulez nous l'écrire, ok. Écoutez, je vais donc faire le traducteur de vos questions, sauf si quelqu'un d'autre veut intervenir pendant ce temps-là. Alors. Si je peux intervenir, Catherine Bernard du Journal du Grand Paris, en attendant que mon confrère écrive. Avec plaisir, madame. J'aurais aimé avoir quelques éléments concrets sur le contenu de la charte. Donc, il y a quelques clauses environnementales qui ont été citées. En revanche, je n'ai pas entendu d'éléments sur la maîtrise des prix de sortie, si c'était en niveau, s'il y avait des éléments. Et par ailleurs, j'aurais aimé savoir quels étaient les signataires de la charte, puisque je n'ai pas de liste non plus. Merci. Alors, je vais vous répondre à tout ça. Donc, concernant les prix de sortie, on a identifié 3 zones. Alors, juste à titre d'information, je vous rappelle que la charte. J'ai un affreux écho. Je vous rappelle donc que la charte est téléchargeable, madame, sur le site de la ville. Hein, donc, ça, vous l'aurez avec tous les éléments, y compris sur les prix. Donc, on a identifié 3 zones de prix. Une zone moins tendue à 5 200 € TTC le mètre carré, une zone tendue à 5 500 € le TTC le mètre carré, et une zone plus tendue à 5 800 € TTC le mètre carré. À ça se rajoute une zone TVA 5,5. Vous savez sûrement qu'autour du quartier prioritaire de la politique de la ville, ou les quartiers en rue, donc 300 mètres ou 500 mètres, je ne sais plus, autour de ces zones, on a la possibilité donc d'avoir des prix de vente en TVA 5,5 avec un prix fixé et sous condition de ressources. Hein. Ça figure page 14 et 15 de la charte. Donc ça, c'était pour vous répondre sur l'aspect des prix. Concernant les promoteurs, alors nous en avons un certain nombre. J'ai toujours peur dans ces cas-là d'en oublier certains parce que c'est toujours difficile. On a eu pour l'instant 13 retours sur une vingtaine d'envois. Donc on ne désespère pas, vu le nombre de présents aujourd'hui. Certains qui n'avaient pas peut-être envoyé leurs documents peuvent nous le faire parvenir. Donc, encore une fois, la charte étant téléchargeable sur le site, il y a tout à fait la possibilité, bien sûr, de contacter sur les services, soit de télécharger la charte, de la signer et de l'envoyer à l'adresse qui figure sur la dernière page de cette même charte. Concernant donc monsieur... Alors, la consultation il faudrait mentionner dans la charte. Alors, si vous voulez, la charte n'a pas vocation juste à faire un rappel de la réglementation. Hein. La charte est vraiment un document contractuel sur lequel on ajoute des choses dans le cadre de la négociation et ça ne remplace absolument pas tout l'aspect réglementaire, que ce soit Bâtiments de France, PLU, enfin, tous les autres aspects continuent d'exister. On est dans un plus. Alors, est-ce qu'il y a des acteurs ayant participé aux ateliers qui ont réalisé des programmes sur la période 2014-2020 les Juifs? Si oui, que va changer cette charte pour eux dans la façon de travailler sur la ville? Alors, on me dit que oui, et il va falloir que ces mêmes personnes peut-être interviennent. Je ne peux pas le faire à leur place. Voilà, et donc je ne sais plus si j'ai répondu aux questions. Alors, j'ai mis oui. le lien. J'ai vu. Voilà, sur le chat. J'ai vu. Donc, est-ce que monsieur... Alors, c'est d'accord. Donc ça, c'était la question, ok, de Florent Bascoul pour 94 citoyens. Ok, est-ce que le Parisien 94, donc j'ai Théo Troudé ou Bati Actu, Basile de la Corde peut s'exprimer? Non, je n'ai pas d'autres demandes de questions. Je suis désolé, je ne vois pas forcément très bien les demandes de prise de parole, donc
Bonjour, mesdames, messieurs, je vous remercie. Bon, écoutez, c'est très bien. Ok. Écoutez, si les photos étaient prises, on va dire les différents éléments ont pu être transmis, ce que je vous propose peut-être, c'est de redonner la parole pour conclure à M. Pierre Garzon, donc maire de Villejuif, qui va nous dire sûrement quelques mots, et je me permettrai après de faire une conclusion sur le futur de nos projets urbains. Est-ce que, Pierre, tu m'entends? Gilles, alors, j'avais un petit problème de qualité de son de mon côté, donc j'ai vu des questions passer, je ne sais pas si on y a répondu je pense que oui. Précisément, mais en tout cas, redire que d'ores et déjà, à l'expérience déjà des 8 premiers mois de mandature, le travail d'écriture de la charte a déjà été pour partie expérimenté ou est mis en œuvre au travers de différentes décisions municipales. Je pense notamment à la maîtrise foncière. Une des questions des coûts de sortie et indépendamment de l'aspect prédation qui sans doute participe de ce qui est évoqué un de nos participants sur la mauvaise image entre guillemets des promoteurs et la question de la maîtrise foncière dans les villes et en particulier avec les investissements massifs que nous avons réclamés en tant qu'habitants du Val-de-Marne et j'ai envie de dire en tant qu'habitants de la première couronne de la banlieue à travers les investissements du Grand Paris Express, mais qui génère son contraire en matière d'intérêt général et qui a fait grimper les prix du foncier privé, notamment quand la maîtrise publique n'était pas en rendez-vous. Donc c'est un des aspects sur lesquels nous avons d'ores et déjà travaillé. Cela suppose aussi de renforcer ce que nous avons fait aussi en faisant le choix dans ce que nous imposait dans la loi Elan finalement de confier à un office public, de maintenir la notion d'office public au travers la fusion dont nous avons fait le choix qui contribue finalement à maîtriser là aussi ces aspects fonciers, maîtriser le nombre et la part de logements sur la ville et puis continuer de nous inscrire dans une capacité de production de logements nouveaux et tout cela évidemment en travaillant les aspects de mixité fonctionnelle, mixité sociale aussi, et qui anime d'ores et déjà une série des décisions que nous avons prises. Plus fondamentalement, je crois que c'est M. Bascoul qui interrogeait alors directement les promoteurs, mais je veux quand même saluer depuis le début les échanges que nous avons eus avec les promoteurs qui ont accepté parfois de revoir même quand ceux-ci disposaient d'un permis déjà signé, mais qui ont compris, et je crois que c'est très important de saluer le geste qu'ils ont eu, de répondre à la main tendue de la commune pour travailler à réorienter en anticipation de ce qui est écrit dans la charte, mais avec toujours le souci d'associer la municipalité, les habitants, de mieux inscrire dans les projets qui parfois ne le comportaient pas tels qu'ils avaient été instruits dans les permis, mais mieux adopter les anticipations que nous avions en matière de réponse aux besoins sociaux de la ville, aux besoins écologiques de la transition dans notre société, aux besoins tout simplement démocratiques d'associer les citoyens aux décisions de leur ville, dans lesquelles et pour lesquelles évidemment il y a un appétit, une appétence particulière des citoyens à s'occuper aussi, sans avoir nécessairement et d'obligation d'avoir pour bagage d'être diplômés en urbanisme, mais qui ont un avis sur la ville, comment elle doit se construire, comment elle doit se partager, comment elle doit évoluer. Et donc, ce souci en permanence d'inscrire le dialogue est un enjeu primordial et sur lequel nous avons d'ores et déjà travaillé avec des acteurs qui opéraient sur la ville depuis plusieurs années, notamment dans la précédente mandature. Et puis, évidemment, on continue de dire bienvenue à tous ceux qui le veulent pour travailler à répondre aux besoins d'une densification qui réponde, qui accompagne l'arrivée des infrastructures de transport, mais qui se fasse
au bénéfice des besoins de la population, au bénéfice dans une ville comme Villejuif, qui est très marquée par des employeurs qui bien souvent relèvent de la santé et qui ont été particulièrement touchés par la crise que nous connaissons et qui a interrogé aussi les enjeux d'aménagement dans la région, dans le département, pour rapprocher l'habitat du lieu de travail et donc les enjeux de répondre aux besoins précis et concrets des principaux employeurs de la ville qui va nous animer dans la mandature future. Bref, tous ces éléments sont des éléments d'ores et déjà à l'actif de ces 8 mois passés. Donc, une fois que j'ai dit ça, et non pas en conclusion justement, mais je trouve que dans les différentes interventions, architectes, promoteurs, élus, on voit bien que l'exercice n'est pas aujourd'hui de rédiger d'abord parce que cela a été dit par Gilles Lafont et par moi-même. Ici, il ne s'agit pas d'un document réglementaire, mais plutôt un élément de dialogue et de construction commune de ce qui doit présider aux grandes orientations de la ville. Et donc, de ce point de vue-là, quels que soient les ateliers, j'ai retenu les interventions sur la question des matériaux, sur la question du rôle des pièces, de ce que l'on appelle l'architecture et l'aménagement adapté, les questions de mixité, les questions d'environnement et les questions de participation, sont autant de sujets qui ne vont pas être refermés et sanctuarisés dans un document avec une série de doctrines qui s'imposeraient aux uns et aux autres sans avoir ni compétences ni recul. Je crois par contre ce sont des éléments de parti pris qui sont des éléments de parti pris en termes d'orientation politique, mais partagés avec vous en termes de parti pris d'orientation en matière d'architecture, de choix des techniques, des matériaux, et donc bien loin du dogmatisme qui est à l'opposé du parti pris pour lequel je plaide. Donc c'est un élément par définition, puisque ce sont des partis pris qui doivent se confronter entre nos orientations, nos choix politiques, mais vos métiers, chacun dans vos domaines, qui sont indispensables pour nous pour venir se confronter à ce que nous ressentons, à ce que nous souhaitons porter, à ce que peuvent nous dire parfois les populations. Ça veut dire que on ouvre aussi la question d'hypothèses techniques sur lesquelles parfois et financières, sur lesquelles nous attendons de vous que vous puissiez les étayer, nous offrir des possibilités, des choix pour des invariants politiques, par contre, que nous pouvons poser. Donc, et cette articulation entre les deux, entre l'invariant politique et les hypothèses techniques et financières que vous nous proposez sont indispensables précisément pour nourrir le chemin entre les deux. Et puis, cela suppose, on est dans une période, en tout cas vous avez devant vous un maire qui est un militant du changement, de la transition pour une société plus solidaire, plus durable aussi. Donc cela suppose, quand on vise une transition, cela suppose le droit, en tout cas la nécessité d'innover. Et donc la nécessité d'innover suppose aussi le droit au risque, parfois même à l'erreur. Et donc dans tous les cas, précisément pour mesurer le risque et pour mesurer que l'on fait fausse route ou pas, évidemment on vise toujours de faire une bonne route, mais on fait aussi parfois fausse route. Cela suppose encore une fois le dialogue, la confrontation. Et donc j'insiste sur cet aspect-là. Cette charte fixe des bases, fixe des orientations, fixe des partis pris, mais ne ferme pas le débat. Et finalement, l'essentiel pour moi, c'est de retenir une volonté d'un processus de travail entre nous, régulier, que je souhaite régulier, et qui nous permettra de revenir, de faire un peu le bilan, l'état des lieux, de nous apporter d'autres éléments nouveaux dont nous serons peut-être à l'initiative, dont vous serez peut-être à l'initiative, et qui nourriront le chemin que nous visons ensemble au travers de
cette signature. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous. Je voulais juste dire un ou deux mots dans les droite ligne de ce que vient de nous indiquer Pierre Garzon. On va se revoir forcément, parce que ce que nous avons souhaité, c'est que cette charte ne soit pas un document qui grave dans le marbre ce qu'il est et ce qu'il propose de manière à durée indéterminée, mais on va revoir ce document dans un an au moins, de manière à pouvoir s'enrichir de l'expérience, donc comment il va être appliqué, on va nous-mêmes apprendre des choses qu'on aura oubliées, qu'on aura mal rédigées, etc. Donc ça, c'est la première chose. Du retour des promoteurs qui vont aussi nous dire certaines choses par rapport à ce document. Des citoyens qui vont aussi se l'approprier. On a j'ai déjà reçu deux, alors c'est des citoyens architectes, donc ils sont un peu particuliers dans leur citoyenneté, mais ils ont bien évidemment le droit et je les en remercie de nous faire des propositions d'amélioration de cette charte. Chaque projet va être l'occasion de vérifier qu'on est sur la bonne liste, c'est la première chose. Donc cette revoyure est prévue dans un an, on n'est pas quelques jours près, on va dire avant l'été 2022. Ensuite, on va débuter l'élaboration de la modification du PLU intercommunal, on va dire d'ici la fin de l'année, on va commencer sûrement ça vers septembre-octobre, de manière à lancer déjà la méthode, c'est-à-dire comment on va dialoguer avec les citoyens, avec les différents partenaires pour l'élaboration de ce PLU qui se voudra, j'ai envie de dire, le plus proche, quartier par quartier, des attentes des gens. C'est pour essayer de faire un travail un peu pointilliste de la construction de notre urbanisme réglementaire, qui lui, pour le coup, sera réglementaire. Donc, je rappelle bien évidemment que nous, là, nous ne sommes pas du tout dans une démarche réglementaire au niveau de la charte, mais nous sommes dans une base de dialogue avec les différents intervenants des projets. Concernant l'évolution future, il y a aussi des projets dans la ville qui vont émerger au fur et à mesure du temps. Donc, on va travailler la participation citoyenne concrète là, sur ces projets. Donc, je pense au nord, à la cristallerie. Je pense bien sûr à tous les projets qui pourraient intervenir le long de la RD7. Et donc, ce sera des occasions de mettre en œuvre notre démarche participative. Voilà, écoutez, ce que je vous souhaite tous, je vous remercie déjà à tous les participants parce que c'est vraiment très, très gentil. Je remercie encore une fois les services parce que là, vous voyez la partie finie, mais il y a eu deux ateliers qui ont nécessité beaucoup d'énergie, qui ont fait, je rappelle quand même, il y a 2 anciennes ministres qui ont participé à ces ateliers, donc c'est quand même des moments particuliers de la vie démocratique d'une ville comme Villejuif, et donc nous sommes très très contents et très fiers de ce qu'ont réalisé les services, et je tiens vraiment à les remercier. Voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à nous faire remonter donc des propositions sur l'évolution de cette charte. Nous sommes à votre écoute. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.